Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à chacun et chacune. Je suis Jocelyne Adrian-Meptoul et je vous remercie d'être au rendez-vous du podcast Femmes engagées, produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties, politiques ou religieuses. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Dans le cadre de nos séries thématiques, le contexte international où un certain nombre de dirigeants prônent la force contre le droit, nous avons souhaité réaliser une série sur les femmes de loi. Car pour nous, une société du bien vivre ensemble et de la paix repose sur le socle du droit et rien d'autre. Parmi ces femmes de loi, nous nous sommes notamment intéressés à l'association Bâtonnières du Monde. Nous vous proposons de les écouter. Aujourd'hui, nous recevons la Belge Marie Dupont, bâtonnière du barreau de Bruxelles. Bonjour maître, bonjour chère Marie Dupont et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Jocelyne, merci à vous de m'avoir invitée. Vous êtes Marie bâtonnière de l'ordre francophone du barreau de Bruxelles pour les 2 ans de votre mandat 2024-2026 et je crois que vous êtes la première femme à occuper ce poste et une des plus jeunes. Parce que je crois qu'en moyenne les bâtonniers et bâtonnières, mais je crois qu'il y a plus de bâtonniers que de bâtonnières, ont au moins une dizaine d'années de plus que vous. Effectivement, j'ai 47 ans et je suis la première femme à occuper cette fonction au barreau de Bruxelles francophone. Félicitations. Alors, vous êtes avocate spécialisée je crois, dans le droit des contrats civils et commerciaux, mais la parole est à vous. Présentez-vous. Merci. Peut-être commencer par mon parcours personnel, puisque c'est celui-là qui influence l'activité professionnelle et mon engagement pour le leadership féminin. Je suis la 3e enfant d'une famille de 5 enfants. J'ai 2 frères et 2 sœurs. Mon papa était courtier en assurance. Ma maman ne travaillait pas. Et j'ai grandi en fait dans une famille. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents nous ont donné une éducation, je vais dire non genrée. Alors je suis née en 1978, donc on ne parlait pas encore de tout ça à l'époque, mais en réalité, il ne faisait pas de différence entre les filles et les garçons. Voilà, tout le monde devait aider aux tâches ménagères et il n'y avait pas on ne mettait pas plus en avant les garçons que les filles, comme c'est encore le cas aujourd'hui dans beaucoup de régions du monde et dans beaucoup de familles. J'ai appris plus tard qu'il y avait des discriminations contre les femmes et que les femmes étaient moins souvent reconnues et portées par la société qui les entoure. C'est quelque chose que je n'ai pas du tout vécu enfant. Par contre, j'avais une maman qui ne travaillait pas, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de travail rémunéré, mais elle s'occupait de 5 enfants. Mon papa était indépendant et donc elle l'aidait au ménage. Et donc, j'ai assisté à ce que je n'avais pas encore identifié à l'époque, mais à de la violence économique. Puisque la réalité, c'est que, en fait, mes parents, qui 2 personnes exceptionnelles, mais très différentes l'une de l'autre. En réalité, mes 2 parents ne s'aimaient plus depuis très longtemps, mais restaient ensemble pour des convenances sociales et essentiellement économiques. Et c'est quelque chose que j'ai intégré petit à petit et qui m'a vraiment en fait donné la conviction profonde que l'autonomie financière était une importance capitale pour les uns comme pour les autres. Parce que j'ai trouvé ça horrible pour ma mère de rester dans une vie qui ne lui plaisait pas uniquement parce qu'elle n'avait pas les moyens d'une autre vie. Mais je trouvais ça aussi horrible pour mon père de se retrouver dans une vie, dans un couple, uniquement parce que l'autre n'a pas les moyens de partir. Oui. Et donc, j'avais trouvé que cette violence était en fait pour les deux. Et je me suis juré que ça ne m'arriverait pas. Et l'indépendance est quelque chose de très, très important. Et donc, alors, ce sont des choses que j'ai
intellectualisé et conscientisé plus tard, mais j'ai vraiment grandi avec ce modèle économique que je ne voulais pas adopter. Et donc, cette indépendance financière a toujours été quelque chose pour moi de très important. Après, en grandissant, quand j'ai eu 18 ans, je terminais mes études, ce qu'on appelle les humanités en Belgique, le collège, je pense, en France. Mon papa est décédé assez inopinément d'un AVC, ou d'une crise cardiaque, pardon. J'avais tout juste 18 ans. Et là, voilà, mon monde s'est un peu effondré. J'envisageais d'entreprendre des études d'ingénieur à l'époque. J'adorais les maths. Et tout à coup, faire des études devenues économiquement un rêve impossible à atteindre. Je devais travailler rapidement, gagner ma vie. Et donc, mais je n'ai pas entamé d'études et je suis devenue esthéticienne. D'accord, c'est très différent. Très différent, mais effectivement. j'aimais le maquillage, les produits de beauté, les parfums. Et donc, comme il fallait que je travaille, ça me semblait voilà, un excellent choix. Et j'ai adoré ce métier d'esthéticienne. J'ai d'abord travaillé dans les soins esthétiques, on appelle en cabine. Et puis, je me suis assez vite dirigée vers la vente des produits. Donc, je travaillais en parfumerie quelques années. Et j'ai adoré ce métier, si ce n'est qu'au bout de 4 ans, j'avais 22 ans et je me suis dit, j'avais l'impression d'avoir fait le tour un peu de ce que ce métier avait à m'offrir. Il me manquait une dimension probablement plus intellectuelle et en tout cas avec plus de renouveau, plus de challenge. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je reprenne des études. Et c'est comme ça que j'ai entamé des études de droit, pas tellement par passion pour le droit, mais parce que simplement c'est un des diplômes les plus demandés, en tout cas à l'époque. Je crois qu'aujourd'hui encore, il n'y a pas beaucoup de juristes au chômage. Et je me suis dit que quitte à reprendre des études que j'avais financées moi-même, le droit me semblait un choix plus opportun que les philo-romanes en termes d'opportunités professionnelles. Et je ne me suis pas trompée, ni en termes d'opportunités professionnelles, ni en termes de challenge, puisque je pense qu'en étant avocate, ce n'est pas possible de s'ennuyer. Et même si on fait soi-même toujours la même chose, les règles changent. Dans le contexte actuel, le droit, c'est quand même notre socle et notre rempart, quand même. Exactement. Et finalement, je me retrouve dans un métier, je dis souvent que je ne suis pas très très loin de mon premier métier, parce que tout comme l'esthétique, on vise à rendre le monde plus beau. Et donc, quelque part, je ne suis pas si loin de mes premiers amours en étant devenue avocate. Pardon, c'est une manière originale de voir les choses, mais... Ce qui est chouette aussi, je trouve, dans le monde actuel, et en tout cas dans notre partie du monde, c'est qu'il y a ce choix possible de la mobilité. Je suis profondément attachée, je vous l'ai dit, à l'indépendance, à l'autonomie, et me dire que mon sort n'est pas scellé. J'étais esthéticienne, j'ai fait des études de droit parce que c'était un diplôme très demandé et je ne pensais pas devenir avocate. Pour la simple et bonne raison qu'avocat, après les 5 ans d'études universitaires, ça demande en Belgique 3 années de stage, pendant lesquelles on est très très peu payé, et que je n'avais pas les moyens de prolonger ces études. J'ai travaillé pendant mes études pour pouvoir continuer à payer mon loyer et pouvoir manger tous les jours. Mais finalement, la chance m'a souri. On m'a proposé un poste d'assistante à l'université. Donc, j'étais assistante salariée à mi-temps et puis avocate le reste du temps. Et donc, en fait, de contraintes, ce sont devenues des opportunités parce que ça m'a donné l'opportunité d'écrire, de donner des conférences. Ce sont des opportunités que je n'aurais pas eues si j'avais été classiquement chez mes parents pendant mes études. Bien et puis, je suis chez mes parents pour travailler. Donc, c'est chouette aussi de se dire qu'on peut changer de profession. Aujourd'hui, je suis avocate et bâtonnière. Si on m'avait dit un jour qu'une fille comme moi serait à la tête du plus grand barreau de Belgique, j'aurais bien rigolé. Et peut-être que dans 10 ans, peut-être que je serai dans l'ORECA, peut-être que je serai journaliste, peut-être que je serai toujours avocate. C'est-à-dire que vous ne vous mettez pas de limites. C'est-à-dire que votre parcours vous a prouvé que vous n'aviez pas besoin de limites et vous n'avez pas l'intention de vous en mettre. Et vous avez bien raison. En tout cas, je pense qu'effectivement, les principales limites que l'on a, en tout cas dans nos pays et à notre époque, elles sont auto-limitantes. Ce sont des limites qu'on se donne à soi-même. Et donc, on parle de l'engagement et du militantisme. Moi, vraiment, mon engagement, c'est de dire spécialement pour les jeunes, pour les femmes, c'est il faut oser, il faut croire que c'est possible. Absolument. Parce que souvent, on n'essaye même pas parce qu'on se dit
à l'avance que ce n'est pas possible, que c'est pas pour soi, que ça va être trop cher, que ça va être trop compliqué, qu'il y a trop de barrières, et on n'essaye même pas. Je le vois dans la profession d'avocate, il y a énormément d'avocates qui s'en vont au moment où elles envisagent d'avoir une vie de famille. Elles se disent que ce n'est pas possible de cumuler les deux. Or, il y a tous les jours des femmes qui le prouvent, que oui, c'est possible. C'est vrai que c'est presque un devoir de ne se fixer aucune limite. Et en tout cas, il faut essayer. Alors, moi-même, j'ai aussi mes propres limites contre lesquelles je me bats. Mais en tout cas, il faut c'est être conscient que nous avons, comme vous disiez, nous avons cette chance, cette immense chance en tant que femmes. Peu de femmes, en fait, ont déjà eu cette chance dans l'histoire et de par le monde. Et quelque part, on se doit, pour toutes celles qui se sont battues, pour toutes celles qui viendront après, d'au moins essayer de mener la vie dont nous avons envie. Et on n'est pas obligé non plus d'embrasser toutes les carrières et toutes les opportunités, mais c'est de s'autoriser la liberté. Et alors, j'ai envie de vous demander, pourquoi bâtonnière ? J'ai toujours été un peu engagée, j'ai été déléguée de classe, j'ai toujours aimé les projets de groupe. J'aime m'investir dans le collectif et pour le bien commun. J'aime l'idée d'apporter ma pierre à l'édifice. Pouvez-vous juste en 2 mots rappeler le rôle d'un bâtonnier ou d'une bâtonnière ? Un bâtonnier ou une bâtonnière, c'est le chef de l'ordre des avocats. Les avocats sont réunis en association professionnelle. Dans des pays comme la France ou la Belgique, on est obligatoirement membre de l'ordre des avocats lorsqu'on est avocat, parce que l'ordre s'occupe de faire régner notamment le respect de la déontologie, de la discipline, pour s'assurer que tout le monde reste bien dans les rangs et que la mission d'intérêt général qui nous est confiée de défendre les points de vue des citoyens, de les défendre aussi face à l'État et à ceux qui détiennent le pouvoir, eh bien, on doit être digne de cette mission. Et pour ça, il faut qu'il y ait un organisme qui régule, qui vérifie que tout le monde respecte bien les règles. Et comme les avocats sont soumis au secret professionnel, et donc il y a une interdiction faite aux avocats de révéler les confidences que leur font leurs clients. C'est un pilier évidemment fondamental de l'état de droit et de la démocratie. Chaque personne peut aller voir un avocat et lui confier sa situation, ses projets, ses secrets, en ayant la garantie que toutes ces confidences resteront entre soi et l'avocat. Et il y a pour ça donc des ordres d'avocats auxquels chaque avocat est inscrit et répertorié. Et donc, on s'assure que la déontologie est respectée, que la discipline est respectée, le secret professionnel, l'indépendance. Et donc, il y a ce que le code judiciaire appelle le chef de l'ordre. Voilà, pendant 2 ans, c'est un mandat qui est électif. Donc, j'ai été élue par les avocats du bar Bruxelles pour prendre ce mandat. Et c'était venu un peu par hasard. J'y avais déjà réfléchi une fois ou l'autre parce que j'avais été impliquée dans diverses structures de l'ordre des avocats. Et j'ai été membre du conseil de l'ordre. Donc, c'est l'équipe qui entoure le bâtonnier ou la bâtonnière. Mais j'avais surtout beaucoup de raisons de ne pas me présenter à cette fonction parce que c'est une fonction qui est magnifique, mais qui est également très lourde. C'est un sacerdoce pendant les CIM. C'est 2 ans de bâtonnat et on a 2 ans de dauphinat avant, ce qu'on appelle en Belgique le vice-bâtonnat. 4 ans pendant lesquels le cabinet d'avocats est en sommeil. Enfin, c'est plus qu'un temps plein. Et donc, c'est assez prenant. Et donc, j'avais surtout beaucoup de raisons pour ne pas le faire. En juin 2021, quand quelqu'un m'en a reparlé, en disant, enfin, pourquoi tu ne te présenterais pas au bâtonnat? Je ne sais pas pourquoi, cette fois-là, ça a allumé une petite étincelle. C'est ce qui a permis aussi que vous rejoigniez cette association récente des bâtonnières du monde. Eh bien, effectivement, donc Vanessa Boussardeau, qui est la vice-bâtonnière du barreau de Paris, a lancé un appel aux bâtonnières à l'été 2024. Son idée, c'est vraiment de nous réunir parce que d'abord, ensemble, on est toujours plus fort et aussi de donner de la visibilité aux femmes qui ont des fonctions représentatives dans les ordres d'avocats. Il y en a de plus en plus un peu partout parce qu'aussi les hommes acceptent aujourd'hui de laisser la place aux femmes. C'est un combat qui se fait tous ensemble et plus on va donner de visibilité à l'existence de
ce qu'on appelle un leadership féminin, à l'égalité. Au fait, c'est prouvé que la mixité augmente la qualité des décisions et des réflexions de par la diversité. Et elle voulait vraiment, pouvoir donner de la visibilité, d'abord, à cette importance de cette diversité et de cette égalité, et aussi pouvoir mener des différents projets pour favoriser cette sororité, cette égalité, cette diversité. Et elle n'a pas dû me le demander 2 fois. D'abord, j'étais honorée, en fait. D'abord, j'ai trouvé que l'idée était super. C'était vraiment une excellente idée. Ce sont toujours les idées les plus simples qui sont les meilleures. Après, il faut les réaliser. Et ça demande de la détermination et de l'énergie. Il y a un peu plus d'1 an maintenant, elle avait fait cet appel aux bâtonnières et on était une quinzaine à avoir répondu tout de suite présente. D'autres avaient dit « je ne peux pas me déplacer, mais comptez sur moi ». Et cet été, donc, on a transformé de ce collectif, on en a fait maintenant une association internationale basée à Paris. Et là, on est déjà une 40aine et ce n'est que le début. La première chose que l'on est en train de faire pour l'instant, c'est de simplement collecter les diverses initiatives qui ont pu être prises dans les différents barreaux pour favoriser l'égalité des chances, pour favoriser la diversité, ne fût-ce que pour pouvoir se communiquer les bonnes idées des uns et des autres, mais aussi pouvoir appuyer les projets des uns et des autres sur ce qui se fait déjà ailleurs. Ça permet d'ancrer les projets. Parce que souvent, lorsqu'une bâtonnière propose à son conseil de l'ordre ou à son barreau de faire ceci ou cela, c'est encore une profession assez, je vais dire, traditionnelle, très ancrée dans des habitudes ancestrales qui sont forcément plutôt machistes que progressistes. Je disais tout à l'heure, je pense vraiment mon combat, mon militantisme, il est pour le fait d'oser, de croire en soi, de croire que oui, c'est possible. Et c'est quelque chose qu'on fait forcément avec les autres. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez un rôle à jouer en tant que réseau, comme ça, dans le contexte international actuel? C'est vrai qu'on assiste pour le moment à un recul des droits, un recul des démocraties, un recul de la tolérance et spécialement pour les droits des femmes. Et certains droits si chèrement acquis et qu'on pensait acquis, et je pense notamment au droit à l'avortement. Bien sûr. La contraception et l'avortement, pour moi, ce sont 2 fondamentaux à la liberté. Je trouve ça incroyable, ce recul, le nombre d'États qui ont repénalisé l'avortement. Et aux États-Unis en premier, évidemment. Les choses ont tellement changé et en si peu de temps. C'est surtout ça qui est inquiétant parce que, alors c'est inquiétant de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On vit quand même une époque, c'est assez effrayant. Une multiplication des conflits aussi, des guerres, des violences de plus en plus brutales. Et c'est surtout cette violence qui est partout. La violence, évidemment, dans les régimes totalitaires, dans le nombre de guerres. Je crois qu'il y a plus de 130 conflits armés en ce moment dans le monde, mais aussi les violences intrafamiliales et sexuelles. Et je ne peux pas croire que c'est uniquement parce qu'on en parle plus qu'avant. Il y a une banalisation des violences, une décomplexion totale des gens derrière leur écran et de la manière dont ils s'adressent aux autres. En fait, à tout niveau, il y a une augmentation de la violence et un non-respect d'autrui. Nous avons tous, comme citoyens libres, un rôle à jouer. Alors, est-ce que, comme bâtonnière du monde, est-ce qu'on a alors un devoir certainement? La difficulté, c'est aussi parfois, c'est que faire? Que faire face à l'ampleur du problème? Rien que on ne peut pas s'attaquer à tout. Faire en sorte que le droit soit respecté et appliqué, c'est déjà énorme parce qu'on a quand même un peu le sentiment, je ne sais pas si c'est avéré, mais le sentiment que les puissants, un certain nombre de gouvernants et de plus en plus nombreux, s'arrogent la possibilité de le bafouer. Et donc, rappeler l'importance évidemment du droit et nous, comme avocate, notre seule arme, c'est la plume, le clavier. Mais en tout cas, déjà de dire les choses, de ne pas les laisser banaliser. Des actions que l'on avait entreprises avec Bâtonnières du Monde, c'est que notamment sur tous les enjeux liés à l'IA,
Puisque l'intelligence artificielle, c'est la culture du précédent, puisque forcément, l'IA se base sur la somme des informations du passé. Or, l'histoire n'est pas vraiment un exemple de modernité en termes de diversité et d'égalité des chances et des genres, notamment. Et donc, l'intelligence artificielle qui se base sur des données qui, historiquement, prônent les inégalités, prône les discriminations en général. Et si vous ajoutez à ça que les IA sont programmées par des ingénieurs et des décideurs qui sont très, très majoritairement des mâles blancs hétérosexuels, l'IA va inévitablement renforcer les inégalités et les stéréotypes. Et donc, il faut absolument rendre visible le fait qu'il y a des enjeux éthiques extrêmement importants, et pas uniquement pour les femmes, autour de l'IA, et qu'il faut donc vraiment en être conscient et lutter contre ça. Alors, nous n'avons pas ni les compétences, ni la puissance nécessaires pour changer le cours des choses. C'est rendre visible, attirer l'attention des décideurs et revenir toujours avec les droits fondamentaux, avec l'égalité des individus, qui est quand même quelque chose repris dans toutes les chartes de toutes les démocraties du monde. Alors, elles ne sont pas toujours appliquées. Et donc, c'est de lutter contre ça pour avoir justement des législations qui doivent venir contrecarrer cette tendance technologique et fondamentale de l'IA pour faire attention à ces discriminations. Oui, merci, c'est très clair et effectivement c'est un enjeu de taille. Je vous entendais donc dire effectivement ce que vous pouviez rapporter et notamment dans ce réseau, mais est-ce que vous vous considérez comme féministe ou est-ce que ça n'est pas le sujet ? Alors, je ne me considère pas comme féministe, aussi parce que le féminisme est un mot qui est un peu galvaudé. Il a une connotation très militante et très suprématie des femmes. Et donc, en ce sens, je ne me considère pas du tout comme féministe. Par contre, je ne comprends pas les inégalités. Et donc, je suis pour l'égalité. Donc, je suis une militante de l'égalité des chances. Mais juste, alors, en toute sororité, le féminisme n'est pas, à mon sens en tout cas, un désir de suprématie des femmes. C'est juste un désir d'égalité, donc on est parfaitement d'accord. Tout ce qu'on demande, c'est juste une égalité entre les hommes et les femmes. Donc là-dessus, on se rejoint parfaitement, qu'on s'intitule féministe ou pas, finalement. Exactement. Et je ne pense pas que les féministes veulent nécessairement une suprématie des femmes. Je dis juste que ce mot est à connotation, malheureusement, peut-être justement pour étouffer le combat. C'est possible. On va passer, si vous le voulez bien, au petit questionnaire à la manière de Proust revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Quel est le principal trait de votre caractère ? L'énergie. Ça, je le crois volontiers, oui. Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme ou chez une femme ? L'authenticité. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis ? La joie. Est-ce qu'il y a un pays où vous désireriez particulièrement vivre ? La Belgique. Oui. Je crois que les gens sont en général très attachés à leur terre, à leurs racines. Est-ce qu'il y a une réforme politique qui, selon vous, a vraiment amélioré la société de manière globale ? Le droit de vote pour tous. Je suis d'accord avec vous. C'est ce que j'aurais répondu. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez ? J'estopperais tous les régimes totalitaires. Oui. Quelle est la couleur que vous préférez et pourquoi ? Le rouge. D'abord parce que ça me va bien au teint. J'aime le rouge parce que c'est flamboyant, c'est chaud, c'est la couleur de l'amour. Est-ce que vous avez une cuisine et un plat favori ? J'adore le hachis parmentier. Est-ce que vous avez un animal totem dans lequel vous pourriez vous réincarner ? Oh non, surtout pas. Non, surtout pas, d'accord. Je préfère passer mon tour alors. Vos auteurs et autrices et artistes préférés dans tous les domaines ? Eh bien, je n'en ai pas. Je suis plutôt pour l'éclectisme. D'accord. J'aime faire des choses très différentes et j'aime changer. Jolie réponse. Si vous étiez un mot, je précise quand même pour les auditeurs et les auditrices que vous n'avez pas du tout lu au préalable le questionnaire et que donc vraiment vos réponses sont spontanées. Je tiens à le dire parce que c'est quand même pas toujours évident. Mais je pense que si j'étais un mot, ce serait ose. Ose ou oser. Oui, très bien. Et si vous étiez un lieu, est-ce qu'il y a un lieu qui vous touche particulièrement, qui vous ressource ? Non, mais ce serait dans la nature. Si vous étiez une odeur, un parfum ?
Insolence de Guerlain. Ah, d'accord. Ok. Ça sent la violette. Est-ce que vous avez une devise ou un mantra qui vous sert de guide dans la vie? Il y a quelque chose que j'aime bien, et enfin voilà, j'ai une œuvre chez moi avec ça écrit dessus, c'est Never Give Up. Oui, très bien. Et enfin, quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose? Et si j'avais été un homme? Ah ah! Est-ce que vous auriez agi autrement? Eh bien ça, nous ne pourrons jamais le savoir. Mais non. Mais certainement, parce qu'on est l'accumulation de toutes ces caractéristiques, de toutes ces expériences, donc Malgré une éducation parfaitement égalitaire, bah oui. bien sûr. Oui. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour cet entretien que j'ai trouvé extrêmement chaleureux. Et alors, je vous ai pas demandé qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez le temps de faire autre chose que travailler ou vous engager. Alors quand je ne travaille pas, j'aime passer du temps avec mes amis ou ma famille, j'aime cuisiner. Je me suis mis récemment au golf, Ah, formidable. avec énormément d'humilité et peu de talent, mais, mais Mais- donc, Mm. puis lire, me promener, des activités Super. très simples. Super. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez ajouter une conclusion? Alors, je pense que si je devais donner une conclusion, je dirais cette phrase, je ne sais plus de qui elle est, mais que j'ai toujours trouvée très inspirante, c'est « Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie ». Mhm. Oui. Et j'ai toujours trouvé cette phrase extrêmement inspirante. Et très belle, pleine d'espoir. Parfait. Merci et à très bientôt, j'espère. Merci de tout ce que vous faites avec Femmes Engagées. Merci. Merci. Nous étions avec Maître Marie Dupont, bâtonnière du barreau de Bruxelles, le barreau le plus important de Belgique. Et nous avions la chance d'avoir un entretien avec elle sur sa vie, son parcours, le droit national et le droit international, et le fait que le réseau des femmes bâtonnières du monde peut peut-être permettre de faire avancer, de faire progresser le droit dans un contexte où malheureusement le droit est de plus en plus bafoué. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes engagées est enregistré soit dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse, soit en micro-nomade. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. Merci à Marie Cholet, Léa Robert, Huguette Klein, Mathieu de la Souchère, Flore Lefebvre, Anita Nicolas Bruder, Camille Goasduf, Hermine de Moissac, Okolani Panerio Langer. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.